Le deuxième jour après notre mariage, alors que nous dînions chez ma belle-mère, j'avais à peine pris mes baguettes pour attraper un morceau de nourriture quand mon mari m'arrêta froidement et me dit « Attends que toute la famille ait fini de manger avant de manger ». C'était le matin après mon mariage. Assise à table chez mes beaux-parents, j'ai pris ma fourchette et étendu la main vers une tranche de jambon glacé. Soudain, mon mari, Clément, m'a froidement attrapé le poignet et m'a arrêté. Attends que le reste de la famille ait fini. Ensuite, tu pourras manger. J'ai tranquillement posé ma fourchette, me suis levée, et j'ai fait quelque chose qui a laissé mon mari et toute sa famille dans un silence stupéfait. Ce n'était que le deuxième jour de mon mariage, mais j'ai finalement compris que les vœux échangés sous les lumières vives de l'autel ne sont beaux que tant que ces lumières restent allumées. Une fois que les lumières s'estompent, les fleurs fanent et les invités rentrent chez eux, la réalité s'installe. L'homme qui venait de me tenir la main et de promettre de me protéger pour la vie pouvait me tourner le dos si vite que je le reconnaissais à peine. Et ce matin-là, juste à cause d'un morceau de jambon que je n'avais même pas goûté, j'ai vu exactement dans quel genre de famille j'avais épousé. J'ai vu le vrai visage de l'homme que je pensais être mon destin. Si j'avais ravalé ma fierté et gardé le silence ce jour-là, j'aurais passé le reste de ma vie à ne manger que lorsque les autres le permettaient. Je m'appelle Maëlle. J'ai 26 ans et j'étais mariée à Clément depuis exactement un jour. Le jour de notre mariage, tout le monde me disait à quel point j'étais chanceuse. Clément était incroyablement beau dans son smoking sur mesure, ses cheveux parfaitement coiffés, son sourire chaleureux et doux. Devant nos deux familles. Il s'est même agenouillé pour ajuster la bride de mon talon haut. Sa voix s'est étranglée d'émotion lorsqu'il a déclaré « À partir de ce jour, tant que je serai à tes côtés, je ne te laisserai jamais subir la moindre douleur. » Assise à la table de la famille de la mariée, ma mère tenait une poignée de mouchoirs humides. Mon père, Daniel, un homme de peu de mots, a tapoté l'épaule de Clément et lui a adressé un avertissement sévère. « Je vous confie ma fille. Ne la laissez pas pleurer. » Clément a baissé la tête et a articulé chaque mot. « Je vous le promets, monsieur, je l'ai cru. » Je l'ai tellement cru que, le soir de nos noces, je suis restée assise à contempler l'alliance en diamant à mon doigt, pensant sincèrement avoir trouvé un foyer en dehors de la maison de mes parents. Mais le lendemain matin, alors que l'air automnal de Paris était encore mordant après une nuit de pluie, Clément m'a réveillée à l'aube. J'étais à peine éveillée, les yeux brûlants d'avoir salué les invités jusqu'à minuit, quand il a tiré les rideaux et m'a dit de m'habiller. Au lieu de nous diriger vers l'aéroport pour notre lune de miel, Clément m'a dit que nous avions un brunch de débriefing familial obligatoire chez ses parents. Il affirmait que sa mère, Hélène, était très sensible et qu'elle considérerait comme une insulte personnelle si nous n'ouvrions pas les cadeaux de mariage avec eux dès le matin. En entendant cela, je me suis dépêchée de sortir du lit. Ma mère m'avait toujours appris à être attentive envers mes beaux-parents, surtout au début. J'ai choisi une robe simple et élégante de couleur crème, attaché mes cheveux en une queue de cheval basse, mis un peu de rouge à lèvres pour avoir l'air fraîche, et j'ai suivi Clément jusqu'à son SUV. Ses parents vivaient dans un quartier plus ancien de la classe moyenne. La maison coloniale à 2 étages était vieillotte mais avait une façade décente. Dès que nous avons franchi la porte, l'odeur du rôti de bœuf, du bacon, des pommes de terre rissolées et des biscuits fraîchement cuits s'est entrelacée, faisant doucement gargouiller mon estomac. Ma belle-mère, Hélène, était une petite femme dont le visage arborait toujours un sourire étudié, mais ses yeux étaient vifs, dartant autour comme si elle calculait constamment la valeur exacte de quiconque elle regardait. Elle est sortie de la cuisine, une spatule à la main, sa voix aussi douce que le miel. « Maëlle, tu es là. Viens t'asseoir. J'ai préparé un grand festin pour tout le monde afin de célébrer. » « Bonjour, Hélène. »« Bonjour, Thierry », les ai-je salués poliment. Mon beau-père, Thierry, était assis dans le salon, regardant le résumé sportif du matin. M'entendant ? Il a simplement grogné sans quitter l'écran des yeux. La sœur cadette de Clément, Viviane, était assise à la table à manger, défilant sur son téléphone. Elle m'a lancé un regard et a ricané. Waouh ! La nouvelle belle-sœur a réussi à se lever tôt. J'ai fait semblant de ne pas entendre le sarcasme dans sa voix et j'ai simplement offert un sourire poli. La table à manger était entièrement dressée.
Au centre trônait un magnifique jambon glacé et brillant, entouré d'assiettes d'œufs brouillés, de bacon croustillant, d'un bol de fruits frais et de biscuits chauds. Je me suis dit que puisque ma belle-mère s'était donné tant de mal, je devais rester joyeuse et ne pas laisser de petites choses gâcher l'ambiance. Cependant, juste au moment où je tirais la chaise à côté de Clément, il a posé sa main sur le dossier, me bloquant. « Tu t'assois là-bas. » J'ai figé. La chaise qu'il désignait était poussée près de la porte battante de la cuisine, légèrement détachée de la table principale, ressemblant à une idée de dernière minute ajoutée juste pour faire de la place. Je l'ai regardé, attendant une explication, mais Clément s'est calmement assis sur la chaise centrale à côté de son père. Hélène s'est assise en face d'eux car elle était la plus proche des plats principaux. Je me suis assise à l'extrémité, juste assez isolée pour me sentir comme une étrangère. Peut-être est-ce juste la façon dont leur famille fait les choses, me suis-je dit. Je suis nouvelle ici. Ne réfléchis pas trop. Hélène a servi des œufs à Thierry, puis a mis une portion massive dans l'assiette de Clément. Enfin, elle a pris la plus grande et la meilleure tranche de jambon et l'a placée dans le plat de son fils. Viviane a ri. Maman, tu fais encore des favoritismes avec Clément. Hélène a jeté un coup d'œil à sa fille, à moitié en plaisantant. Ton frère vient de se marier. Il a besoin de ses forces. La famille a ri. J'ai souri avec eux, même si l'assiette devant moi était complètement vide. J'étais vraiment affamée. Entre le chaos du mariage et le stress, je n'avais pas mangé un vrai repas depuis hier après-midi. Quand Hélène a finalement dit « Mangez avant que ça ne refroidisse », j'ai pris ma fourchette et j'ai tendu la main vers une petite tranche de jambon au bord du plat. Mais avant que ma fourchette ne puisse même toucher la viande, la main de Clément a traversé la table et m'a fermement serré le poignet. Sa prise n'était pas atroce, mais elle était assez ferme pour me paralyser de choc. Il m'a regardé, son visage devenant glacial, sa voix basse et stable. « Attends que mes parents et moi ayons fini. Ensuite, tu pourras manger. » La pièce semblait avoir perdu tout son. J'ai cru l'avoir mal entendu, alors je l'ai regardé longtemps. L'homme qui avait juré de me chérir hier était maintenant assis devant sa famille, m'empêchant de prendre un morceau de nourriture comme si j'étais une enfant désobéissante. « Qu'est-ce que tu viens de dire ?» ai-je demandé, ma voix petite mais tremblante. Clément a lâché mon poignet, a utilisé sa fourchette pour prendre le morceau de jambon que je visais, l'a placé dans sa propre assiette, et a parlé comme s'il énonçait une loi universelle. « Maël, attends » a-t-il claqué, sa voix étrangement nette. Dans cette maison, mon père est servi en premier, et personne ne mange tant que ma mère ne s'est pas assise. Tu ne te sers pas comme si tu étais à un buffet d'hôtel. Et un peu de respect pour les gens qui t'ont accueilli. Attendre que nous finissions ne te fera pas mourir de faim. Je me suis tournée vers ma belle-mère. Hélène regardait vers le bas, mâchant sa nourriture comme si elle n'avait rien entendu. Thierry a ricané. Les femmes qui arrivent dans une nouvelle maison doivent apprendre les règles. Vous, les jeunes filles, êtes trop gâtées de nos jours. Vous ne connaissez pas le respect. Viviane a laissé échapper un court rire, incapable de cacher son amusement. En cette fraction de seconde, mon cœur est devenu complètement froid. Non pas parce que j'avais faim, et non pas à cause d'un morceau de viande, mais parce que j'ai réalisé que je venais d'être forcée dans un moule qu'ils avaient préparé pour moi bien avant que je ne franchisse la porte. Ils ne me voyaient pas comme un nouveau membre de la famille à aimer. Ils ne me voyaient pas non plus comme la femme de Clément. Ils me voyaient comme une acquisition qu'il fallait apprendre à baisser la tête. J'ai posé ma fourchette. Pas avec force, pas de façon dramatique, juste assez légèrement pour que le cliquetis métallique contre la table sonne creux et sec. Clément m'a regardé, un léger sourire aux lèvres, pensant clairement que je m'étais soumise. C'est ça. Pour qu'un mariage fonctionne, une femme doit connaître sa place pour que la maison reste paisible. Je me suis levée. Hélène a immédiatement levé les yeux. Où vas-tu ? Je n'ai pas répondu. Je suis allée directement dans la cuisine. Sur le comptoir, il y avait encore des œufs crus, un paquet de bacon à moitié cuit, de la pâte à crêpes et un bol de fruits frais. J'ai regardé les articles et j'ai laissé échapper un rire sec. Ils voulaient que j'attende et que je mange leur reste. Eh bien,
je voulais voir avec quelle rigueur ils feraient respecter leur tradition familiale quand il n'y aurait absolument plus rien à manger. J'ai attrapé le grand bol de pâte à crêpes et je suis retournée dans la salle à manger. La famille m'a regardée avec confusion. J'ai marché droit vers la grande poubelle près de la porte de la cuisine, j'ai appuyé sur la pédale et j'ai vidé le bol entier de pâte à l'intérieur. Le lourd bruit a fait hurler Hélène. Maëlle, qu'est-ce que tu fais? Je me suis retournée vers la cuisine, j'ai attrapé le bacon, les œufs et les fruits, et j'ai méthodiquement jeté chaque article à la poubelle. Viviane a bondi, les yeux écarquillés. Tu es folle? Thierry a claqué les mains sur la table. Espèce de morveuse irrespectueuse. Clément s'est avancé et m'a attrapé le bras, le visage rouge de rage. Maëlle, tu essaies de détruire cette maison? J'ai violemment retiré mon bras et l'ai regardé droit dans les yeux. Pour la première fois depuis que nous nous fréquentions, je l'ai vu reculer d'un demi-pas. J'ai parlé lentement. Ta famille a des traditions. Eh bien, j'ai les miennes. J'ai payé ses courses. Je décide de ce qui leur arrive. Si je n'ai pas le droit de m'asseoir à cette table comme un être humain, alors personne n'a besoin de manger. Clément a figé. Le visage d'Hélène est devenu pâle et Thierry tremblait de fureur. Mais je n'avais pas fini. J'ai sorti mon téléphone et j'ai appelé Marc, l'avocat principal qui travaillait pour mon père depuis plus de 10 ans. Dès qu'il a décroché, j'ai parlé avec un calme absolu. Marc, s'il te plaît, sors le contrat de coentreprise pour l'entreprise de construction de Thierry. Je veux un audit complet des 1 500 000 € que mon père leur a virés il y a 3 mois. Je veux savoir exactement où chaque centime est allé. Aussi, l'appartement en centre-ville au nom de Clément, celui que ma famille a payé, les rénovations et les meubles, prépare les documents pour geler cet actif et récupérer nos fonds. Le silence de mort s'est abattu sur la salle à manger. Clément m'a regardé comme s'il fixait une étrangère. Hélène a bégayé. Quoi? Quoi? 1 million? 500 000 €? Quel document? Viviane ne riait plus. J'ai raccroché, me suis tournée vers Clément, et j'ai gardé ma voix légère, mais aussi tranchante qu'un scalpel. Tu m'as épousée, mais il semble que tu n'aies jamais pris la peine de vraiment comprendre qui je suis. Tu savais seulement que ma famille avait de l'argent. Ce que tu as oublié, c'est que l'argent ne coule pas comme par magie dans tes comptes. Il vient avec des contrats, des stipulations, et des gens qui suivent chaque chiffre. Clément a avalé difficilement. Thierry a posé ses mains sur la table, son teint passant de la rage à la panique pure. Je les ai regardés une dernière fois, j'ai glissé l'alliance en diamant de mon doigt et je l'ai laissé tomber sur la table à manger. Je rentre chez mes parents. Quand ta famille apprendra à inviter une belle-fille à manger comme un être humain normal, nous pourrons parler. Je me suis dirigée vers la porte d'entrée. Derrière moi, Clément a appelé mon nom, sa voix entièrement dépouillée de l'arrogance froide d'il y a quelques instants. Mais je ne me suis pas retournée parce qu'il y a des portes, si vous hésitez avant d'en sortir, les gens supposeront que vous êtes né pour être ramené à l'intérieur. J'avais à peine descendu les marches du porche quand j'ai entendu le claquement frénétique de pantoufles derrière moi. Hélène avait complètement perdu la douce façade maternelle qu'elle portait à mon arrivée. Sa voix s'est brisée, tremblante et stridente. Maëlle, arrête-toi tout de suite. Si tu es fâché, entre et nous pourrons parler. Tu n'es mariée que depuis 2 jours. Maëlle, arrête-toi tout de suite. Tu réagis de manière excessive et tu embarrasses mon fils. Si tu le quittes le 2e jour, tout le monde saura que la fille Sterling n'est qu'une gamine gâtée et instable. Je me suis arrêtée, non pas parce que je voulais entendre ses excuses, mais parce que ses mots étaient presque comiques. Même maintenant, sa plus grande peur n'était pas que je sois profondément blessée, mais ce que les voisins pourraient penser de sa précieuse famille. Je me suis retournée et les regardée avec un calme qui m'a surprise moi-même. Ne t'inquiète pas, Hélène. Je ne vais pas rester sur le trottoir et étaler votre linge sale. Je rentre juste à la maison. Elle a flanché, ses lèvres tremblantes. Clément avait sprinté juste derrière elle, son visage pâle et rouge en même temps, sa main serrant fermement l'anneau que j'avais laissé sur la table. Il m'a regardé, sa voix s'adoucissant instantanément en une supplication.
Maëlle, j'ai eu tort. J'ai perdu mon sang-froid tout à l'heure. Je parlais juste par habitude à cause de la façon dont j'ai été élevée. Je ne voulais pas te manquer de respect. S'il te plaît, n'exagère pas. Nous venons de nous marier. Allons chez nous et parlons-en en privé, s'il te plaît. J'ai regardé l'homme debout devant moi. Dans mon esprit, un éclair de lui s'agenouillant devant moi hier, les yeux rouges, les mains tremblantes alors qu'il tenait mon bouquet, promettant que si jamais quelqu'un te rend triste, je serai le premier à te protéger. Il s'est avéré qu'il avait raison. Il a été le premier à me rendre triste. Tu n'as pas perdu ton sang-froid, ai-je dit doucement. Tu as parlé très calmement, très clairement devant tes parents et ta sœur. Ce n'était pas un lapsus. C'était une démonstration de la façon dont tu me considères vraiment. Clément a paniqué, ses yeux s'écarquillant sauvagement comme s'il réalisait enfin que ses habituelles apologies doucereuses ne pouvaient pas combler une fissure aussi profonde. Thierry est également sorti sur le porche. Son visage était sombre, mais son ton était sensiblement moins agressif. Il a baissé la voix, probablement terrifié que les voisins écoutent. Maëlle, tu es une femme éduquée. N'amène pas une dispute familiale aussi loin. Ta famille est riche, mais la nôtre n'est pas non plus exactement démunie. Il n'est pas nécessaire d'utiliser l'argent pour nous menacer. Une femme intelligente sait comment maintenir son foyer uni. Elle n'appelle pas un avocat pour chaque petite dispute. En entendant cela, mon cœur est devenu à la fois froid et amer. Il pensait toujours que le problème était que j'avais appelé Marc, que c'était une question d'argent, de leur fierté, et non le fait qu'ils aient essayé d'humilier une jeune mariée en la faisant mendier des restes. Je ne voulais plus discuter. J'ai tendu la main vers la poignée de la portière de mon SUV, mais Clément s'est précipité et a claqué sa main contre la portière, sa voix brisée par un appel. Maëlle, s'il te plaît, ne pars pas. Je t'en supplie. Je m'excuserai auprès de tes parents. J'irai là-bas tout de suite. Si tu veux que je m'agenouille, je m'agenouillerai. J'ai regardé sa main pressée contre la vitre, l'alliance brillante toujours à son doigt, et j'ai ressenti une douleur épuisante dans ma poitrine. Clément, ne t'agenouille pas devant moi. Je n'ai pas besoin d'un mari qui sait s'agenouiller seulement quand il a peur de perdre de l'argent juste pour se relever et traiter sa femme comme une servante. Ses yeux ont tressauté violemment. J'avais frappé le nerf exact. Hélène s'est précipitée pour intervenir. C'est une chose horrible à dire. Qui t'a traité comme une servante ? J'essayais juste de t'enseigner nos règles familiales. Quand j'étais une jeune mariée, j'ai fait exactement la même chose. J'ai mangé la dernière, dormi la dernière, me suis levée la première, et regarde-moi. J'ai survécu. Je l'ai regardé, ressentant un bref moment de pitié. Mais cette pitié n'était pas suffisante pour me faire entrer volontairement dans un cycle générationnel d'abus. Que tu aies survécu, c'est ton affaire. Mais ce n'est pas parce que tu as souffert que tu as le droit de forcer quelqu'un d'autre à souffrir comme tu l'as fait. Sur ce, j'ai repoussé la main de Clément, je suis montée dans la voiture, j'ai verrouillé les portes et j'ai démarré le moteur. Dans le rétroviseur, j'ai vu Viviane debout dans l'embrasure de la porte, le visage pâle, bien qu'elle essayait toujours de maintenir son regard sarcastique. Peut-être la jeune fille n'avait-elle jamais imaginé que la belle-sœur qu'elle venait de railler pouvait jeter toute sa famille dans le chaos en une seule matinée. Alors que je quittais le quartier, mon téléphone a sonné sans cesse. Clément a appelé. Hélène a appelé. Puis un numéro inconnu a appelé. J'ai coupé le son du téléphone et l'ai jeté sur le siège passager. Les rues du dimanche matin étaient animées. Les gens se rendaient au brunch, promenaient leurs chiens, emmenaient leurs enfants à l'entraînement sportif. Ces simples scènes banales m'ont soudainement fait piquer les yeux. J'avais espéré qu'après mon mariage, ma vie s'établirait dans un rythme normal et paisible, tout comme cela. Me réveiller pour prendre le petit déjeuner avec mon mari, rendre visite à nos familles le week-end, nous chamailler pour des petites choses et nous réconcilier. Je n'ai jamais rêvé d'un mariage glamour et cinématographique. Je voulais juste être respectée. Et pourtant, cette exigence la plus fondamentale m'a été retirée dès le premier repas. Je suis allée dans un petit café au bord du lac Léman, un endroit que je fréquentais pour dessiner des plans quand j'étais jeune architecte.
J'ai commandé un thé au gingembre chaud, me suis assise près de la fenêtre en verre et j'ai regardé le vent onduler l'eau. Mes mains tremblaient encore, non pas de peur, mais parce que le crash d'adrénaline après un pic de colère massif laisse généralement un vide glacial et creux. J'ai ouvert mon téléphone. Plus de 20 appels manqués. Les SMS de Clément inondaient l'écran. J'ai eu tort. S'il te plaît, réponds. Ne laisse pas tes parents mal comprendre ma famille. Je ne sais rien de l'argent, Maëlle. S'il te plaît, n'exagère pas. J'ai arrêté de lire à la dernière phrase. Je ne sais rien de l'argent. S'il ne savait vraiment rien, pourquoi sa toute première peur était-elle que je fasse exploser tout cela? Juste à ce moment-là, Marc a appelé. Sa voix était aussi calme et mesurée que toujours. Maëlle, où es-tu? Peux-tu parler? Je suis sortie. Vas-y, Marc. Il a marqué une pause, puis a parlé. J'ai effectué une première recherche sur les flux de trésorerie de l'entreprise de Thierry. Sur les 1 500 000 € que ton père a injectés comme capital de coentreprise pour la nouvelle construction commerciale, seulement environ 400 000 € ont réellement été dépensés pour les matériaux et la main-d'œuvre. Le reste a été acheminé via une société écran et divisé en 3 comptes personnels. L'un de ces comptes appartient à Clément. J'ai serré ma tasse de thé. La chaleur a été transférée à mes paumes, mais ça ne m'a pas réchauffé. Combien, Marc? J'ai entendu mon propre cœur battre lourdement contre mes côtes. 1/2 million d'euros n'était pas une petite somme, mais ce qui me glaçait jusqu'aux os, c'est que le nom de Clément y figurait. Le même homme qui venait de m'envoyer un SMS jurant qu'il ne savait rien de l'argent. Marc a continué, sa voix baissant d'un octave. Il y a autre chose. L'appartement en centre-ville que la famille du marié prétendait avoir mis à compte, le dépôt initial n'était que de 50 000 €. Le paiement massif qui a suivi est venu directement de la société écran de Thierry. L'origine de ces fonds correspond parfaitement au virement que ton père a envoyé. J'ai fermé les yeux. Des images de l'appartement ont traversé mon esprit, comment j'avais personnellement choisi les rideaux, la table à manger, chaque lampe de chevet, pensant que je construisais notre nid conjugal. Il s'est avéré que même ce nid était bâti sur une fondation de tromperie. Gardez toute la documentation en lieu sûr, Marc. Mais s'il vous plaît, ne mettez pas mes parents au courant de ce nouveau détail pour l'instant. Je veux interroger Clément moi-même d'abord, Marc a soupiré doucement. Tu peux lui demander, mais ne le rencontre pas seul. Un homme terrifié de perdre sa poule aux œufs d'or est sujet à des choses désespérées et irrationnelles. J'ai regardé le lac, observant une feuille jaune solitaire tourner lentement à la surface de l'eau, et j'ai répondu, je comprends. Dès que j'ai raccroché, un SMS de ma mère est apparu. Où es-tu? Rentre à la maison. Je prépare ta soupe de poulet préférée. Juste une courte phrase et ma gorge s'est nouée. J'ai répondu que j'étais en route, mais alors que je sortais du parking. Un autre numéro inconnu a appelé, cette fois, j'ai décroché. C'était Viviane. Sa voix manquait de l'arrogance effrontée du matin. Au lieu de cela, elle avait l'air paniquée mais défensive. Maëlle, es-tu contente maintenant? Ma mère pleure depuis 1 heure. Clément a l'air d'un fantôme. Tu te crois si génial juste parce que tu es riche? Vas-tu vraiment détruire ma famille pour un morceau de viande? J'ai laissé échapper un rire doux et épuisé. Ta famille n'est pas détruite par moi, Viviane. Si ta maison s'écroule, c'est parce que les gens qui y vivent ont retiré des briques de la fondation depuis longtemps. Elle est restée silencieuse pendant quelques secondes, puis a lâché. Ne crois pas que je ne sais pas. Clément ne t'a épousée que parce que elle s'est brusquement interrompue. J'ai immédiatement saisi cette hésitation. À cause de quoi? J'ai entendu une respiration lourde et rauque à l'autre bout, puis Viviane s'est précipitée en disant rien et a raccroché. J'ai fixé l'écran éteint, un frisson me parcourant l'échine. Certains secrets n'ont pas besoin d'être prononcés en entier. Une demi-phrase avalée suffit pour vous faire savoir que l'abîme est bien plus profond que vous ne le pensiez. Au lieu d'aller directement chez mes parents, je me suis arrêtée et j'ai rappelé Marc. Quand il a décroché, j'ai articulé chaque mot.
Marc, j'ai besoin que tu fasses une vérification d'antécédents sur une autre chose. Avant que Clément ne me rencontre, était-il fortement endetté? Et sa famille était-elle sous pression? Marc n'a pas demandé pourquoi. Il a simplement dit, compris. Je m'en occupe immédiatement. J'ai posé le téléphone et j'ai fixé le trafic parisien avançant lentement devant moi. Le matin après mon mariage était censé commencer par un petit déjeuner chaud et des rires dans une nouvelle maison. Au lieu de cela, il s'est ouvert sur une gifle psychologique. Des centaines de milliers d'euros manquants et une demi-phrase menaçante et suspendue de ma belle-sœur. Je savais que je ne pouvais pas arrêter de creuser maintenant parce que, sous leur soi-disant tradition familiale, se cachait un piège qui avait été tendu pour moi dès le moment où Clément avait commencé à me courtiser. Je suis retournée au domaine de mes parents à Neuilly-sur-Seine. Dans un état d'esprit étrange, je ne pleurais pas, ni ne tremblais comme je l'avais fait lorsque j'avais fui la maison de mes beaux-parents. Au lieu de cela, c'était comme si une corde en moi avait été tirée si fort que même une goutte d'eau pouvait la faire casser. Alors que les portes en fer forgé s'ouvraient, j'ai vu ma mère attendre sur le porche. Elle portait ses vêtements de détente confortables de couleur beige, ses cheveux épinglés, tenant une serviette de cuisine. Ses yeux étaient rouges comme si elle avait pleuré bien avant même que je n'arrive en voiture. Je suis sortie de la voiture. Avant que je ne puisse dire un mot, elle m'a prise dans une étreinte écrasante. C'était si serré que je pouvais entendre son cœur battre fort contre mon oreille. Entre, chérie. Sors du froid. Cette simple phrase a presque brisé toutes les défenses émotionnelles que j'avais bâties. Mais j'ai mordu ma lèvre et j'ai tenu bon. Sachant que si je craquais maintenant, cela ne ferait que la blesser davantage. Mon père, Daniel, était assis dans le grand salon. Devant lui se trouvait une théière fumante de thé Earl Grey et un mince dossier marron. Un homme qui avait bâti un empire à partir de rien dans l'immobilier commercial. Il a passé sa vie à moins parler et à faire plus. Il m'aimait farouchement mais ne savait jamais comment l'exprimer avec des mots doux et réconfortants. Me voyant entrer, il m'a examiné de la tête aux pieds, ses yeux s'attardant sur ma main gauche où l'alliance n'était plus. Il a posé sa tasse de thé. « Assieds-toi, Maëlle. » Je me suis assise sur le canapé en face de lui. Ma mère a placé un bol de soupe de poulet chaude devant moi, essayant de garder sa voix stable. « Mange quelques cuillerées pour te réchauffer l'estomac. Nous trouverons le reste plus tard. » J'ai pris la cuillère mais n'ai rien pu avaler. Mon père a vu cela et n'a pas insisté. Au lieu de cela, il a fait glisser le dossier marron sur la table basse vers moi. « Marc vient d'envoyer ceci. Il a demandé ce que tu voulais faire, mais tu dois d'abord savoir exactement où tu en es. » J'ai ouvert le dossier. Les chiffres, les journaux de virement, les notes juridiques sèches me regardaient. 1 500 000 € injectés pour la construction commerciale, 400 000 € pour les matériaux, 500 000 € sur le compte de Clément. Le reste est allé sur le compte d'un homme nommé Damien, un nom que je n'avais jamais entendu auparavant. En dessous de tout cela, il y avait des photocopies de reconnaissance de dette. L'emprunteur était Clément. Le prêteur était un syndicat clandestin opérant de la banlieue sud. Les taux d'intérêt étaient si astronomiques que le simple fait de les regarder me rendait nauséeuse. J'ai levé la tête. « Tu savais ça ? » Mon père n'a pas évité mon regard. Je savais que l'entreprise de sa famille avait des difficultés, mais je n'avais pas de preuves concrètes que c'était si grave. Je t'avais prévenu, Maëlle. Clément est trop lisse. Les hommes qui sont si lisses cachent généralement beaucoup d'aspérité. Mais tu as cru en lui, et je ne voulais pas transformer ta romance en interrogatoire. J'ai serré les bords du papier. Alors pourquoi leur as-tu viré l'argent ? Il est resté silencieux un instant avant de parler lentement. Parce que je voulais voir ce qu'ils en feraient. Les bonnes personnes, lorsqu'on leur donne une bouée de sauvetage, l'utiliseront pour construire quelque chose d'honnête. Les personnes avides, lorsqu'elles voient de l'argent, révéleront inévitablement leur vraie nature. Ces 1 500 000 € n'ont pas été jetés. C'était une laisse. Te souviens-tu du contrat ? Les fonds devaient être strictement utilisés pour la coentreprise. Détourner un seul centime déclenche un rappel immédiat du capital, plus de lourds dommages-intérêts punitifs.
J'ai regardé mon père, ressentant un mélange d'agonisante trahison et d'une clarté nette. Il s'est avéré que cet homme d'affaires aguerri n'avait jamais été dupe. J'étais la seule qui, aveuglée par l'amour et le désir d'une famille normale, avait volontairement ignoré tous les drapeaux rouges. Ma mère s'est assise à côté de moi et m'a doucement serré l'épaule. Maëlle, ton père n'a jamais voulu que tu sois blessée, mais nous ne pouvons pas vivre ta vie pour toi en ce moment. Tu dois rester calme. Ne laisse pas cette famille te manipuler par tes émotions. J'ai hoché la tête, mais une douleur aiguë m'a transpercé la poitrine en me souvenant de la phrase interrompue de Viviane. Maman, papa, je ne pense pas que Clément m'a épousée juste parce qu'il m'aimait. Je pense que sa famille savait exactement qui nous étions depuis le tout début. Mon père a ramassé sa tasse de thé, ses yeux s'assombrissant. Mes équipes sont en train de vérifier cela en ce moment même. À ce moment précis, la sonnette a retenti. Ce n'était pas une sonnerie polie. C'était un bourdonnement frénétique, rapide, désespéré, comme si celui qui était dehors avait complètement perdu la tête. Ma mère a sursauté nerveusement tandis que mon père a simplement jeté un coup d'œil au flux de sécurité sur son iPad. Sur l'écran se tenait Clément. Sa chemise était froissée, ses cheveux en désordre, ses yeux injectés de sang. Derrière lui se tenaient Hélène et Thierry. Toute la famille s'était précipitée bien plus vite que je ne l'avais prévu. Mon père a posé l'iPad, sa voix glaciale. Laissez-les entrer. Ma mère l'a regardé, inquiète. Tu es sûr, Daniel? Se cacher ne résout rien, a-t-il répondu. Leur timing est parfait. Écoutons ce qu'ils ont à dire. Quelques minutes plus tard, les trois furent escortés dans le salon. Dès que Clément m'a vu, il a essayé de se précipiter, mais mon père a simplement levé les yeux et lui a jeté un regard si mortel que Clément a figé sur place. Hélène était une personne complètement différente de ce matin. La matriarche condescendante avait disparu. Elle a immédiatement essayé de prendre les mains de ma mère. Sa voix s'est étranglée de sanglots. Marie, je suis tellement désolée. Notre famille a fait du tort à Maëlle. Ce matin n'était qu'un terrible malentendu. Clément n'est qu'un idiot qui a parlé de manière inappropriée, mais nous aimons vraiment Maëlle. Ma mère a retiré ses mains en douceur mais fermement. S'il vous plaît, asseyez-vous, Hélène. Que vous l'aimiez ou non, laissez les faits parler d'eux-mêmes. Thierry avait l'air sombre, le visage lourd. Mais sachant exactement dans quelle maison il se trouvait, il a essayé de forcer un ton diplomatique. Daniel, ce n'est qu'une dispute entre jeunes mariés. Nous sommes les adultes ici. Nous devrions leur conseiller de se calmer, de ne pas exagérer. L'investissement commercial est une chose, mais le mariage des enfants en est une autre. Nous ne devrions pas mélanger les deux. Mon père a laissé échapper un petit rire, un son qui a fait baisser la température de la pièce de 10 degrés. Vous êtes un homme fascinant, Thierry. Quand vous avez pris mon argent pour sauver votre entreprise en perdition, nous étions de la famille. Quand ma fille est forcée de manger vos restes, c'est une tradition familiale. Mais maintenant que je demande où est passé mon argent, les affaires et le mariage ne devraient soudainement plus se mélanger. Vous êtes incroyablement doué pour choisir le récit qui vous arrange. Le visage de Thierry s'est vidé de ses couleurs. Clément est soudainement tombé à genoux au milieu du salon, baissant la tête. Monsieur et Madame Sterling, je suis tellement désolé. Maëlle, j'ai eu tort. J'ai eu tellement tort. Ce matin n'était que mon stupide ego. Je voulais avoir l'air fort devant mes parents. Je n'ai jamais voulu te faire de mal. Je l'ai regardé à genoux. Je ne me sentais pas triomphante. Je me sentais juste accablée par le vide. Clément, lève-toi. Je n'ai aucun intérêt à parler à un homme qui ne s'agenouille que pour éviter les questions. Il a levé les yeux, ses lèvres tremblantes. Tout ce que tu veux demander, je répondrai. J'ai pris le relevé bancaire du dossier et je l'ai jeté sur la table basse. 500 000 € ont été virés de l'entreprise de ton père sur ton compte personnel. Qu'en as-tu fait? La pièce est devenue silencieuse. Hélène a tourné la tête pour regarder son fils. Clairement, elle ne connaissait pas les chiffres exacts.
Thierry a fermé les yeux brièvement, comme un boxeur qui vient de prendre un coup dévastateur au foie. Clément a fixé le papier, le visage livide. J'ai juste emprunté temporairement pour une affaire personnelle. Quelle affaire personnelle? Un ami à moi avait besoin de capital pour une entreprise. J'ai un peu investi. Mon père a tapoté légèrement la table avec ses doigts. Ce n'était pas bruyant, mais Clément a tressailli. Dis la vérité, Clément a baissé la tête, ses mains se serrant si fort que ses jointures sont devenues blanches. Après un long silence angoissant, sa voix s'est brisée. Je remboursais une dette. Ma mère a halté. Je l'ai regardé, ma propre voix demandant, quel genre de dette? Clément ne pouvait pas me regarder dans les yeux. Avant de te rencontrer, je me suis endetté avec des paris sportifs. Au début, ce n'était que quelques centaines d'euros pour le plaisir. Puis j'ai commencé à perdre gros. J'ai contracté des prêts illégaux. Les bookmakers m'ont tellement pressé que je ne pouvais plus m'en sortir. Mes oreilles bourdonnaient. Paris illégaux. Près de l'ombre. Cet homme était entré dans ma vie avec une montagne de dettes toxiques, m'apportant des fleurs et des petits déjeuners, calculant soigneusement chaque mot d'affection qu'il me donnait. J'ai posé ma question suivante, avalant les épines dans ma gorge. Tu m'as rencontré par accident, ou quelqu'un nous a mis en contact? La tête de Clément s'est relevée. Non, je t'ai vraiment rencontré à la fête d'anniversaire d'Anne. C'était une pure coïncidence. Mon père est intervenu en douceur. Mais qu'est-ce qui s'est passé après que tu aies découvert que Maëlle était ma fille? Clément est resté silencieux, et cette fois le silence s'est tellement étiré que personne n'avait plus besoin d'une réponse. Hélène a éclaté en sanglots, mais ses pleurs n'ont pas adouci mon cœur parce que je ne savais honnêtement pas si elle pleurait de culpabilité envers moi, de pitié pour son fils, ou de terreur face à l'énorme somme d'argent qu'ils allaient devoir rembourser. Soudain, le téléphone de Clément a vibré dans sa poche. Il l'a sorti, a jeté un coup d'œil à l'écran, et son visage s'est tordu d'une terreur pure. Il a rapidement refusé l'appel, mais quelques secondes plus tard, il a sonné à nouveau. La voix de mon père était de glace. Réponds. Mets-le en haut-parleur. Clément s'est raidi. Daniel, s'il te plaît. Tremblant. Clément a fait glisser l'écran. Une voix masculine rauque et gutturale a résonné dans le salon immaculé. Clément, tu as fini de te cacher de moi? La date limite est ce soir. Si tu n'as pas le 1 million d'euros, je viens directement chez ta petite nouvelle mariée. J'entends dire que sa famille est blindée. Tu as décroché une mine d'or et tu fais toujours le mort avec moi. L'air de la pièce s'est solidifié. J'ai fixé Clément. Il fixait le sol. Son visage de la couleur des cendres. C'est à ce moment-là que j'ai pleinement compris. L'incident du petit déjeuner ce matin n'était que la petite aiguille qui a fait éclater le ballon. Sous la surface de ce mariage se cachait une dette pourrie et purulente, et j'étais le gage qu'il comptait hypothéquer. Alors que la voix au téléphone résonnait, le vaste salon est soudainement devenu étouffant. Ma mère a couvert sa bouche avec sa main. Hélène s'est effondrée sur le canapé. Thierry est resté figé, ses épaules tremblant légèrement, que ce soit de peur ou de rage envers son fils, je ne pouvais le dire. Clément est resté à genoux, serrant le téléphone si fort que ses doigts étaient blancs comme des os. L'homme au téléphone a continué, sa voix lisse et menaçante comme une lame sur la gorge. Je te le dis une dernière fois. Ce soir à 20h. 1 million pour le principal et les intérêts. Il te manque un seul centime. Et j'enverrai mes gars rendre visite à tes beaux-parents. Ne crois pas que te cacher dans le manoir de ta femme te met en sécurité. Je sais exactement qui est Maëlle, et je sais exactement qui est Daniel Sterling. Mon père n'a pas dit un mot. Il a simplement tendu la main et a pris le téléphone de la main tremblante de Clément. Il l'a rapproché de son visage, sa voix tombant dans un baryton mortellement calme. C'est Daniel Sterling. Qui diable êtes-vous? L'autre bout est resté silencieux pendant quelques secondes. L'appelant ne s'attendait clairement pas à ce que le patriarche lui-même soit en ligne. Puis l'homme a laissé échapper un rire sombre. Monsieur Sterling, j'ai beaucoup entendu parler de vous. Écoutez, c'est la dette personnelle de votre gendre.
Nous ne faisons que recouvrer ce qui est dû, les règles de la rue. Dans ma maison, nous ne parlons que la loi, a répliqué mon père méthodiquement. Si vous voulez recouvrer une dette, apportez vos documents légaux à mes avocats. Mais si vous ou vos chiens ne seraient ce que respirer près de ma famille ou de ma propriété, je vous garantis personnellement que vous n'aurez jamais l'occasion de faire un deuxième appel téléphonique. Sur ce, mon père a mis fin à l'appel et a laissé tomber le téléphone sur la table basse comme s'il se débarrassait d'un déchet. Clément a levé les yeux écarquillés par la panique. Daniel, ne le provoque pas. Franck n'est pas un type normal. Il gère les paris clandestins près des ports. Il est dangereux. Tais-toi. Mon père a aboyé juste 2 mots, et Clément a instantanément fermé la bouche. J'ai regardé l'homme sur le sol. Hier, il se présentait fièrement au monde comme mon mari. Aujourd'hui, il se terrait sur le parquet de mes parents, dépouillé de toute dignité. Je n'ai ressenti aucune pitié. J'ai seulement ressenti une réalisation glaçante. Si cet appel téléphonique n'était pas arrivé maintenant, il aurait continué à inventer des mensonges sur la façon dont il avait perdu son sang-froid, comment il m'aimait, comment tout n'était qu'un malentendu. Clément, ai-je demandé, ma voix basse mais cristalline. Quel est le montant total réel de la dette? Il a baissé la tête jusqu'à ce qu'elle touche presque le sol. Hélène est intervenue désespérément, sanglotant de manière incontrôlable. Maëlle, chérie, s'il te plaît, ne le coince pas. Il souffre aussi. Les hommes font des erreurs. Vous êtes mari et femme maintenant. Vous devez l'aider à traverser ça. Je me suis tournée vers elle. Vous nous appelez mari et femme quand vous avez besoin que je rembourse ses dettes. Mais quand il est temps de manger, je dois attendre comme une servante. Tu trouves ça juste, Hélène? Hélène s'est étouffée dans ses sanglots, incapable de prononcer un autre mot. Clément a finalement admis, sa voix tremblante. Ça a commencé à 700 000 €. Puis les intérêts se sont accumulés. J'empruntais à Pierre pour payer Paul. Maintenant c'est probablement autour de 2 millions. J'ai laissé échapper un rire sec et creux. Probablement. Il ne connaissait même pas le montant exact du nœud coulant autour de son propre cou. Il s'est agrippé la tête, s'effondrant complètement. J'étais terrifiée de même le calculer. Je devenais fou. Je pensais qu'après le mariage, je pourrais trouver un moyen de pivoter. Mon père a dit que si ta famille injectait plus de capital dans le nouveau projet, tout s'équilibrerait. J'allais rembourser lentement et recommencer. Je n'ai jamais eu l'intention de t'entraîner dans ma chute, Maëlle. Je le jure. Mon père a ricané. Tu n'avais pas l'intention de l'entraîner dans ta chute, mais tu avais pleinement l'intention d'utiliser mon argent pour remplir ton cratère. Thierry, tu as élevé tout un homme d'affaires. Le visage de Thierry a rougi, perdant son sang-froid pour la première fois. Daniel, j'admets que ma famille a tort ici, mais vous dépassez les bornes. Clément est jeune et naïf. Je suis son père. Suis-je censé le regarder mourir et ne pas l'aider? Nous sommes une famille maintenant. S'entraider dans les moments difficiles, c'est ce que font les familles. Mon père a fixé Thierry dans les yeux, son regard si perçant que Thierry a dû détourner le regard. S'entraider exige de l'honnêteté. Cacher une dette illicite massive, fabriquer une coentreprise pour voler des fonds, et utiliser ma fille comme bouclier humain pour votre fils, ce n'est pas s'entraider. C'est de la fraude. Le mot « fraude » est tombé comme une enclume, faisant hurler Hélène encore plus fort. Ma mère, toujours assise à côté de moi, a pris ma main glacée dans la sienne. Je savais qu'elle essayait désespérément de réprimer sa propre rage. C'était une femme douce de nature, mais aucune mère ne peut rester là pendant que sa fille est ciblée et utilisée le lendemain de son mariage. Hélène, ma mère a parlé, son ton doux, mais portant un poids incroyable. Si Maëlle n'avait pas réagi ce matin, si elle avait attendu docilement de manger vos restes, votre famille avait-elle l'intention de lui dire la vérité sur la dette? Hélène a mordu sa lèvre, ses yeux se posant nerveusement entre son mari et son fils, pour finalement juste sangloter. Je voulais juste que notre famille soit en paix. L'expression « famille paisible » me donnait envie de vomir.
Il y a toujours des gens qui utilisent l'illusion de la paix pour masquer une injustice profonde, exigeant que les autres paient le prix de leurs erreurs catastrophiques pour maintenir la maison intacte. La tension dans la pièce était suffocante lorsque Marc, notre avocat, est entré. Mon père avait dû le convoquer plus tôt car il portait une épaisse mallette noire et affichait l'expression impassible d'un homme habitué à nettoyer les pires désordres. Il a salué mes parents, puis a regardé Clément. Je viens de vérifier l'étendue des responsabilités de Monsieur Clément. Ce n'est pas 2 millions. Si vous incluez les prêts de l'ombre sous les noms de Thierry et Hélène, qu'ils ont utilisés pour garantir les dettes de Clément, le montant total actuellement rappelé est proche de 3 400 000 €. Hélène a hurlé. C'est impossible. J'ai seulement signé quelques documents. Thierry m'a dit que ce n'étaient que des documents de restructuration d'entreprise standard. Thierry a immédiatement claqué. Tais-toi. Ce commandement aboyé a tout clarifié mieux que n'importe quelle confession. Hélène a regardé son mari comme si elle voyait un monstre pour la première fois. Quant à moi, j'ai réalisé que la famille qui essayait de m'apprendre à être une épouse convenable était complètement pourrie de l'intérieur. Ils avaient juste besoin de sang frais pour supporter le poids. Clément s'est tourné vers son père, les yeux injectés de sang. Papa, tu as dit que ce n'était que 2 millions. Tu as dit que si nous vendions l'appartement, ce serait suffisant pour le couvrir. Pourquoi est-ce 3,4 ? J'ai bondi. Vendre l'appartement ? La pièce a plongé dans un silence étrange. Marc m'a regardé, sa voix douce. Maëlle, l'appartement a déjà été mis en vente pour un transfert de fonds en espèces hors marché. Le courtier est un homme nommé Damien, qui est également le destinataire des fonds détournés de la société Écran de Thierry. Si nous ne le bloquons pas, il pourrait conclure la vente dans quelques jours. Je me suis tournée vers Clément. Tu allais vendre la maison que mes parents et moi avons payée pour meubler et rénover afin de rembourser ta dette de jeu ? Tout en m'appelant ta femme ? Clément a rampé vers moi, des larmes coulant sur le tapis. Maëlle, j'étais acculée. Je pensais que si je le vendais et payais la dette, je pourrais acheter une meilleure maison plus tard. Je n'avais pas d'autre issue. J'ai reculé, évitant ses mains tendues. Non, tu avais une issue. Tu aurais pu me dire la vérité avant le mariage. Tu aurais pu arrêter. Tu aurais pu me donner un choix, mais tu as choisi de me manipuler. Ma dernière phrase a fait complètement s'effondrer Clément. Mon père s'est levé et s'est adressé à Marc. Déposez l'injonction pour geler l'appartement immédiatement. Rédigez la lettre de mise en demeure pour le retour immédiat des 1 500 000 € en raison de rupture de contrat et contactez les autorités concernant les menaces d'extorsion de ce requin de la finance. Thierry a paniqué. Daniel, si vous faites ça, vous allez tuer toute ma famille. Mon père l'a regardé, complètement dépourvu de toute courtoisie restante. Non, Thierry. Je ne fais que retirer ma fille de la tombe que votre famille a creusée pour elle. En entendant cela, Clément s'est levé d'un bond et m'a agrippé la cheville. Maëlle, s'il te plaît. Si ton père fait ça, je perds tout. Les hommes de main de Franck me traqueront. Mon père va en prison. S'il te plaît, donne-moi juste une chance pour l'amour que nous avons dû. Je l'ai regardé. Mon cœur était endolori, mais mes yeux étaient secs. Clément. L'homme que j'aimais était celui qui m'apportait un parapluie sous un orage. L'homme qui restait éveillé jusqu'à 2 heures du matin pour m'aider à éditer mes plans parce que j'étais allergique aux plats à emporter que nous mangions. L'homme qui s'accroche à ma jambe en ce moment est un escroc qui a essayé de vendre secrètement ma maison et qui m'a ensuite ordonné de manger les restes de la famille. Auquel d'entre vous voulez-vous que je montre de la pitié ? Il a figé. Et à cet instant précis, mon téléphone s'est illuminé sur la table. Un SMS de Viviane a clignoté sur l'écran. C'était juste une phrase, mais elle m'a envoyé un frisson violent dans le dos. Maëlle, si tu veux savoir exactement quand Clément a commencé à te cibler, rencontre-moi ce soir au restaurant près de chez moi. Ne dis rien à mes parents. J'ai fixé le message de Viviane pendant longtemps, si longtemps que Clément a cru que mon silence signifiait que je m'adoucissais. Ses mains agrippaient toujours l'ourlet de ma robe alors qu'il appelait mon nom, sa voix rauque. Maëlle. J'ai retiré ma jambe,
non pas violemment, mais assez fermement pour lui faire savoir que je ne me tenais plus à un endroit où il pouvait m'atteindre. J'ai éteint l'écran de mon téléphone et j'ai regardé mon père. Je suis un peu fatiguée. Je veux monter dans ma chambre. Mon père a étudié mon visage. Un bref éclair de suspicion a traversé ses yeux, mais il ne m'a pas interrogé devant mes beaux-parents. Il a simplement hoché la tête. Va te reposer. Je m'occupe des choses ici. Ma mère s'est immédiatement levée pour me suivre. Je lui ai doucement pris la main. Maman, reste en bas et aide papa. Je veux juste m'allonger un peu. Je savais que si elle me suivait, je ne pourrais pas cacher le message texte. Et en ce moment, j'avais besoin d'entendre ce que Viviane avait à dire. J'avais besoin de savoir où ce piège avait réellement commencé, non pas pour sauver Clément, mais pour me sauver de tous les angles morts que j'avais encore. Je suis montée dans ma chambre, j'ai verrouillé la porte, j'ai fermé les rideaux et j'ai ouvert le message. Mes doigts ont plané sur le clavier un instant avant de taper, 20h. Je viendrai seule. Mais si c'est un piège, Viviane, ne me reproche pas ce qui arrivera ensuite. Presque instantanément, elle a répondu, je ne te tends pas de piège. Je suis terrifiée. Ces 3 mots m'ont glacé plus que les menaces des requins de la finance. Parce qu'une fille comme Viviane, qui me souriait avec une joie arrogante ce matin-là, ne dirait pas qu'elle était terrifiée juste parce qu'elle s'était fait gronder. Elle savait quelque chose de dangereux. En bas, les bruits étouffés de la dispute continuaient. J'entendais les lamentations d'Hélène, les négociations désespérées de Thierry et les rejets froids et définitifs de mon père. Je ne suis pas descendue. Je me suis assise au bord de mon lit, regardant la robe de mariée de créateur sur mesure toujours suspendue dans sa housse de la veille. Elle ressemblait moins à un beau souvenir qu'à une preuve de crime. Sous les couches de tulle blanc se cachait une vérité si sale que je ne savais pas comment j'avais réussi à sourire à travers tout ça. Tard dans l'après-midi, Marc a frappé à ma porte. Il n'est pas entré, il a juste parlé doucement depuis le couloir. Maëlle, je sais que tu as quelque chose que tu veux gérer seule, mais à partir de maintenant, où que tu ailles, tu m'en informes. J'ai ouvert la porte et j'ai regardé l'avocat aux cheveux argentés et impeccablement composé. Vous avez lu mes messages ? Il n'a pas nié. Je n'ai pas lu l'écran, mais j'ai lu ton visage quand tu l'as reçu. Les hommes de mon métier deviennent très bons pour repérer ces micro-expressions. Je suis restée silencieuse quelques secondes, puis je lui ai tendu le téléphone. Il l'a lu et n'a pas immédiatement essayé de m'arrêter. Tu veux y aller ? Je dois y aller. Si j'attends que sa famille avoue, je n'entendrai que les parties qu'ils veulent que j'entende. Marc a hoché la tête lentement. D'accord, vas-y. Mais je serai à proximité. Je n'interviendrai pas à moins que les choses ne tournent mal. Active l'application d'enregistrement vocal sur ton téléphone. Mets-le dans la poche de ton manteau et ne le pose pas sur la table. Ne le dis pas à mes parents tout de suite, s'il vous plaît, ai-je demandé, une vague de gratitude me submergeant. Je les informerai après que tu seras rentré en toute sécurité, a-t-il répondu. Mais souviens-toi, Maëlle, parfois la vérité n'arrive pas pour te causer plus de douleur. Elle arrive pour que tu puisses arrêter de saigner pour les mauvaises personnes. Ce soir-là, une fine brune tomba sur Paris. Je portais un trench coat foncé, des bottes plates et mes cheveux attachés. À 19h45, Marc gara son SUV banalisé à environ un demi-pâté de maison du restaurant près du quartier de Clément. Le restaurant était un endroit de la vieille école, un peu délabré, avec des enseignes aux néons clignotantes. Quelques hommes à l'air fatigués étaient assis au comptoir, buvant du café. Viviane était déjà assise dans un box à l'arrière, portant une casquette de baseball basse et un sweat à capuche, ses mains serrant fermement une tasse de thé chaud comme si elle avait peur que quelqu'un la lui arrache. Me voyant approcher, elle a pratiquement bondi de son siège, ses yeux dardant autour d'elle. « Tu es venue seule, n'est-ce pas ?» Je me suis glissée dans le box en face d'elle, ma voix plate. « Si tu m'as fait venir ici pour supplier pour ton frère, je pars. » Alors que je commençais à glisser, Viviane m'a attrapé la manche. « Non, je vais parler, mais tu dois promettre que tu ne leur diras pas que c'était moi. » J'ai retiré mon bras. Je ne fais pas de promesses aveugles, Viviane.
Mais si tu me dis la vérité, je ne me mettrai pas en quatre pour te nuire. Elle a avalé difficilement, regardant la table. Clément savait que tu étais la fille de Daniel Sterling bien avant qu'il ne te croise à la fête d'anniversaire d'Anne. Ce n'était pas une coïncidence. Anne connaît Franck, le requin de la finance. C'est Franck qui a dit à Clément de te poursuivre. La pluie dehors s'est intensifiée. Je l'entendais marteler contre la vitre du restaurant, sentant comme si quelqu'un me martelait les tempes. Explique. Viviane a tremblé. Notre famille était déjà endettée de près de 2 millions d'euros. Franck a envoyé des hommes chez nous et a menacé de divulguer des documents montrant que mon père falsifiait des rapports d'inspection de sécurité sur ses constructions. Puis, d'une manière ou d'une autre, Franck a découvert que ta famille avait beaucoup d'argent. Il savait que tu travaillais comme designer au studio d'Anne. Il a dit que tu gardais un profil bas et que tu n'agissais pas comme une enfant riche, mais que ton père était une baleine. Il a dit à Clément que s'il t'épousait, nous aurions l'argent pour rembourser la dette et nous aurions un bouclier permanent. J'ai serré mes mains sous la table. Alors toutes ces fois où Clément est apparu par hasard devant le studio de design avec du café chaud. Toutes ces fois où il prétendait que nous avions tant en commun. Toutes ces fois où il anticipait parfaitement mes besoins. Rien de tout cela n'était le destin. C'était un programme méticuleusement étudié. Tes parents savaient-ils ? J'ai demandé. Viviane est restée silencieuse. Je n'ai pas cligné des yeux. Finalement, elle a hoché la tête, les larmes aux yeux. Oui. Au début, ma mère a dit que c'était cruel. Mais mon père a dit que nous n'avions plus d'option. Clément a promis qu'une fois qu'il t'aurait épousé, il te traiterait bien pour compenser. J'ai vraiment cru qu'il t'aimait parce que plus tard, il semblait vraiment obsédé par toi. Elle s'est étouffée avec ces mots. J'ai terminé la pensée pour elle. Mais une fois l'anneau à mon doigt, la comédie a cessé. Viviane a pleuré plus fort. Je jure que je n'aurais jamais pensé que ce matin prendrait une telle ampleur. Ma mère a dit qu'elle devait établir les règles immédiatement pour que tu ne marches pas sur Clément puisque ta famille était tellement plus riche. Mon père était d'accord. Il a dit que les femmes avec de l'argent devaient être dressées tôt. Je savais que c'était un désordre, mais j'avais trop peur de dire quoi que ce soit. J'ai regardé Viviane, ressentant un étrange mélange de pitié et de révulsion. Je détestais la fille, mais elle était pathétique. Elle avait été élevée dans une maison où la manipulation était appelée survie, où la tromperie était présentée comme le salut de la famille et où l'on enseignait aux femmes qu'elles devaient soit se soumettre, soit devenir des complices. Pourquoi me dis-tu ça maintenant ? Elle a essuyé ses larmes, sa voix tombant dans un murmure. Parce que cet après-midi, j'ai entendu mon père au téléphone avec Franck. Il a dit à Franck que si ta famille jouait la carte dure, Franck devrait envoyer ses gars pour te terroriser afin que ton père recule et abandonne les poursuites. J'ai eu peur. Je ne veux pas que quelqu'un meure. Je ne veux pas que quelqu'un soit blessé. Un frisson m'a parcouru l'échine, mais j'ai gardé mon visage impassible. As-tu des preuves ? Viviane a regardé autour d'elle nerveusement, puis a sorti un vieux smartphone avec un écran fissuré de sa poche de sweat à capuche et l'a glissé sur la table. C'est mon ancien téléphone. J'ai enregistré quelques disputes entre mon père et Clément. J'ai aussi pris des photos des SMS que Franck a envoyés à Clément quand son téléphone était déverrouillé. Je l'ai gardé parce que j'étais terrifiée que notre famille finisse un jour aux infos. Prends-le, mais s'il te plaît, ne leur dis pas que je te l'ai donné. J'ai regardé le téléphone fissuré posé entre nous. Un si petit objet, et pourtant c'était la clé pour faire éclater toute la conspiration qu'ils avaient bâtie autour de moi. Je l'ai ramassé et je l'ai glissé dans ma poche. Viviane, ne rentre pas chez toi ce soir. Va chez un ami ou quelqu'un en qui tu as confiance. Si ton père découvre que tu m'as rencontré, tu es en danger. Elle a hoché la tête frénétiquement. Mais à cet instant précis, tout le sang a fui de son visage, elle a fixé mon épaule, ses lèvres tremblantes. Je ne me suis pas retournée immédiatement. J'ai juste jeté un coup d'œil au reflet dans le distributeur de serviettes métalliques du restaurant. 2 hommes en imperméable sombre venaient d'entrer par la porte d'entrée. L'un d'eux regardait une photo sur son téléphone, puis a regardé directement notre box.
Viviane a commencé à sangloter silencieusement. Maël, ce sont les gars de Franck. Je me suis levée, mon cœur battant, mais mon esprit anormalement vif. Mon téléphone a vibré dans ma poche. Un SMS de Marc. Dirigez-vous vers la sortie arrière près de la cuisine. Ne sortez pas par l'avant. J'ai attrapé le poignet de Viviane et je l'ai tiré. Arrête de pleurer. Si tu veux vivre, marche avec moi tout de suite. Je l'ai tiré vers le couloir menant aux toilettes et à la cuisine. Derrière nous, les deux hommes ont commencé à se déplacer plus rapidement, bousculant les tabourets du comptoir. Et, arrêtez-vous là, l'un d'eux a aboyé. J'ai laissé échapper un rire essoufflé. D'après mon expérience, les hommes qui font le sale boulot utilisent toujours le mot « parler » quand ils veulent en fait dire « museler ». Point. Viviane a trébuché sur ses propres pieds. Maël, j'ai peur. Je n'ai pas regardé en arrière. Aie peur et continue de marcher. Nous avons dévalé la lourde porte métallique arrière dans une ruelle étroite et sale, sentant les ordures humides et la vieille graisse. Juste au moment où nous avons touché le pavé, mon téléphone a vibré à nouveau. Tournez à gauche. SUV argenté. J'ai traîné Viviane le long de la ruelle. Derrière nous, la porte du restaurant a claqué. Reviens ici. Viviane a trébuché sur une palette cassée, nous faisant presque tomber toutes les deux. Je l'ai soulevée par sa veste. Alors que nous tournions le coin de la ruelle, le SUV de Marc était au ralenti sur le trottoir, la porte arrière déjà ouverte. Montez, a ordonné Marc. J'ai poussé Viviane en premier, puis j'ai plongé derrière elle. La lourde porte s'est claquée juste au moment où les deux voyous ont sprinté hors de la ruelle. L'un d'eux a frappé le coffre de notre voiture, mais Marc avait déjà accéléré. Le SUV a dévalé la rue mouillée, éclaboussant une énorme vague d'eau sale sur eux. Viviane s'est recroquevillée en boule à côté de moi, hyperventilant. J'ai regardé par la vitre arrière. Ils ne nous poursuivaient pas. L'un d'eux tenait son téléphone levé, prenant une photo de notre plaque d'immatriculation. Marc a croisé mon regard dans le rétroviseur. Ne vous inquiétez pas. Ce sont des fausses plaques d'immatriculation enregistrées auprès d'une entreprise de sécurité privée. C'est une impasse. J'ai laissé échapper un long soupir tremblant. Réalisant soudain que ma chemise était trempée de sueur froide. Viviane a sorti son téléphone, a composé un numéro, puis a raccroché en panique. Je ne peux pas rentrer à la maison. Si mon père découvre qu'ils m'ont vu avec toi, il me tuera. Tu as un ami en qui tu peux avoir confiance, ai-je demandé. Elle a secoué la tête sauvagement. Non, mes parents connaissent tous mes amis. Clément connaît tout le monde. Marc a pris la parole. J'emmènerai la fille dans une maison sécurisée en banlieue nord. Elle appartient à ma sœur. Personne ne la connaît. Mais avant que nous la déposions, Maël, nous devons extraire toutes les données de ce vieux téléphone tout de suite. J'ai sorti le téléphone fissuré. Il était à 30% de batterie. Viviane l'a déverrouillé avec son code et me l'a rendu. À l'intérieur de la galerie de photos, cachée dans un album nommé « Chat », se trouvaient des dizaines de mémos vocaux, des captures d'écran de SMS, des reconnaissances de dettes et une vidéo discrète prise du haut des escaliers de la maison de Clément. J'ai lancé le fichier audio le plus récent. La voix de Thierry a résonné à travers les haut-parleurs de la voiture, statique mais claire. Une fois l'anneau au doigt, tu la brises. Tu la fais se sentir petite, pour qu'elle sache qui dirige la maison. Sa famille a de l'argent, mais une fille avec un père riche est terrifiée par un divorce salissant juste après un mariage. Elle n'osera pas faire de scandale. L'important est de la saigner à blanc avant que Franck ne me casse les jambes. Puis la voix de Clément, hésitante mais complaisante. Mais Maël n'est pas du genre à juste subir des abus. Thierry a ricané. Toutes les femmes sont pareilles au début. Tu joues au dur. Elle t'aime. Elle cédera. Concentre-toi juste sur l'argent. Mes doigts sont devenus glacés. Ces mots n'étaient pas seulement des preuves. Ils étaient le coup de grâce de la guillotine sur toutes les illusions persistantes qu'il me restait. Clément n'était pas innocent. Il n'était pas juste entraîné par sa famille. Il savait.
Il a hésité, mais il a choisi d'aller jusqu'au bout. Marc m'a tendu un petit adaptateur de clé USB. Branche-le. Sauvegarde tout. Le SUV a traversé les rues pluvieuses, les lumières de la rue s'estompant sur le pare-brise pendant que les fichiers se transféraient. Viviane a regardé l'écran, sa voix à peine un murmure. Maëlle, je sais que je suis horrible. Je me suis moquée de toi ce matin, mais je jure que je ne pensais pas qu'ils allaient te ruiner comme ça. Je pensais qu'ils demandaient juste de l'aide pour payer la dette. Je me suis tournée vers elle, complètement épuisée. Prendre l'argent de quelqu'un par la tromperie, ce n'est pas demander de l'aide, Viviane. C'est pousser une personne innocente dans le feu pour se sauver soi-même. Elle a baissé la tête et n'a pas argumenté. Après un moment, elle a murmuré, Clément n'était pas si mauvais avant. Après qu'il ait commencé à perdre au jeu d'argent, mon père n'arrêtait pas de crier qu'il était inutile et que son seul moyen de s'en sortir était d'épouser une fille riche. Clément a changé. Je pense qu'il est tombé amoureux de toi finalement. Mais ses sentiments n'étaient tout simplement pas plus forts que son avidité. Cette phrase m'a fait taire. La partie la plus douloureuse de tout cela n'était pas d'être escroqué par un parfait inconnu. C'était de réaliser que l'homme que j'aimais avait une fraction d'amour sincère pour moi, mais cet amour était trop faible, trop lâche, écrasé sous le poids de sa dette, de son ego et de son insatiable avidité. Nous sommes arrivés dans une maison tranquille à 2 étages dans la banlieue nord. La sœur de Marc, une femme au visage aimable nommée Sarah, a ouvert la porte, a fait entrer Viviane et lui a donné une serviette chaude et un bol de soupe sans poser une seule question. Avant de partir, Viviane m'a attrapé la manche une dernière fois. Maëlle, méfie-toi d'Anne, la propriétaire du studio. Elle ne connaît pas seulement Franck. Elle a pris de l'argent à mon père pour arranger la rencontre de Clément avec toi. J'ai figé. Anne, ma patronne au studio de design, une mentor en qui j'avais confiance depuis 2 ans, la femme qui m'avait invité à la fête d'anniversaire, qui m'avait taquiné sur l'air sincère de Clément quand il me regardait. Tu es sûre, ai-je demandé. Viviane a hoché la tête. J'ai vu des SMS sur le téléphone de Clément. Anne lui a envoyé ton emploi du temps, tes cafés préférés, et même l'a averti que tu détestais les gars qui affichaient leur richesse, lui disant de jouer la carte de l'homme humble et travailleur. Ma gorge s'est nouée. Ce n'était pas juste une fausse romance. Tout mon environnement professionnel avait été compromis pour construire ce piège. J'ai remercié Viviane et je suis retournée dans le SUV. Marc avait tout entendu. Son visage était de granit. Maison ou studio de design ? J'ai regardé la pluie traverser l'obscurité. Une froide et absolue détermination s'est installée dans ma poitrine. Le studio. Anne reste généralement tard le jeudi pour revoir les plans. Marc n'a pas essayé de m'arrêter. Il a démarré la voiture. En chemin, j'ai envoyé le fichier audio de Thierry à mon père. Moins d'1 minute plus tard, il a appelé. Où es-tu ? Sa voix était dangereusement basse. Je vais voir Anne. Silence en ligne. Alors n'y va pas seul. Marc est avec moi. Mon père a expiré, son ton glacial. Bien. Demande-lui tout. Mais souviens-toi, tu n'as pas besoin de perdre ton sang-froid pour prouver que tu as raison. Les coupables s'effondreront d'eux-mêmes quand la vérité sera mise sur la table. Je sais, papa, ai-je dit et j'ai raccroché. À 21h, nous sommes arrivés au studio de design. Il occupait le 2e étage d'un immeuble de loft chic en centre-ville. J'aimais cet endroit. Je pensais que c'était là que j'avais construit mon indépendance, loin de l'ombre de ma famille. Monter les escaliers était comme approcher un cimetière de ma propre jeunesse. La porte en verre était déverrouillée. À l'intérieur, Anne était assise à sa grande table à dessin, ses cheveux épinglés, portant son rouge à lèvres rouge signature. Elle était au téléphone, sa voix portant clairement à travers l'espace ouvert. Clément, calme-toi. Maëlle a le cœur tendre. Tu as juste besoin de pleurer un peu, de rappeler vos bons souvenirs, et elle cédera. Assure-toi juste qu'elle ne découvre pas que j'étais impliquée. Je me tenais dans l'embrasure de la porte, ma main sur la poignée métallique froide. Marc se tenait à côté de moi, faisant un signe subtil.
J'ai poussé la porte. Anne s'est retournée, manquant de faire tomber son téléphone. Je l'ai regardée et j'ai offert un sourire très léger. Trop tard, Anne. Je sais déjà. Elle est restée paralysée. La lumière bleue du moniteur jetait une lueur maladive sur son lourd maquillage, la faisant ressembler à un mannequin en plastique. Le téléphone dans sa main était toujours actif. J'entendais la voix frénétique de Clément résonner dans le haut-parleur. Anne? Qui est-ce? Anne. Je me suis approchée, lui ai arraché le téléphone des mains, l'ai mis en haut-parleur et l'ai posé sur le bureau. C'est moi, Clément. Silence de mort à l'autre bout. Puis Clément a balbutié. Maëlle, s'il te plaît, écoute. Je peux expliquer. Je ne t'ai pas laissé finir tout à l'heure, et je ne te laisserai pas finir maintenant. Reste tranquille et attends mes avocats. J'ai mis fin à l'appel et j'ai repoussé le téléphone vers Anne. Elle a forcé un sourire grotesque et nerveux. Maëlle, chérie, tu te méprends. Clément et moi nous connaissons à peine. Il m'a juste appelé parce qu'il s'inquiétait pour toi. J'ai tiré une chaise et je me suis assise en face d'elle. Marc se tenait près de la porte. Une sentinelle silencieuse et imposante verrouillant la pièce. Anne, j'ai travaillé pour toi pendant 2 ans. Sais-tu ce que je déteste le plus au monde? Ce n'est pas la pauvreté. Ce n'est pas que les gens fassent des erreurs. C'est d'être vendu comme une pièce de bétail par quelqu'un en qui j'avais confiance. Son visage s'est tendu. C'est une chose horrible à dire. Qui t'a vendu? J'ai sorti mon téléphone et j'ai joué l'audio de la confession de Viviane, suivi du complot de Thierry. Le visage d'Anne est resté rigide, mais quand l'enregistrement a mentionné qu'elle fournissait mon emploi du temps, ses mains ont commencé à trembler violemment. J'ai arrêté l'audio et je l'ai regardé droit dans les yeux. Combien as-tu été payé? Elle a laissé échapper un rire nerveux. Je ne sais honnêtement pas de quoi tu parles. J'ai incliné la tête. Marc, montre-lui les virements. Marc s'est avancé et a posé un document sur son bureau. 3 virements de la société écran de Damien vers le compte personnel d'Anne. 25 000 € chacun. Les lignes de libellé indiquaient « Consultation de design ». Anne a fixé le papier, la couleur s'échappant complètement de son visage. 75 000 €, ai-je dit doucement. Tu as vendu mon emploi du temps, mes habitudes, mes goûts et mes aversions. Tu as organisé une fausse rencontre à ton anniversaire et tu es resté là à applaudir pendant que je marchais vers un mariage catastrophique pour 75 000 €. Soudain, Anne a craqué. Coincée. Elle a explosé. Ne fais pas comme si tu étais une victime pure et tragique. Tu es né avec une cuillère en argent. Si tu veux créer, tu peux acheter ta propre entreprise. Si tu échoues, tu retournes juste au manoir de ton papa. Et moi? J'ai construit ce studio à partir de 0. J'ai des dettes écrasantes. Des clients qui ne paient pas. Des augmentations de loyer. Un gars m'a demandé de te présenter un type sympa, et je l'ai fait. Je ne t'ai pas mis un pistolet sur la tempe et ne t'ai pas forcé à l'épouser. Je l'ai regardé, plus en colère. Je ne ressentais qu'un profond et accablant dégoût. Tu appelles un joueur dégénéré noyé dans les dettes de requin de la finance qui m'a ciblé pour ma fortune un type sympa? Anne a détourné le regard, la mâchoire serrée. Je ne savais pas que c'était si grave au début. Je pensais juste que sa famille avait des problèmes de trésorerie. Il est beau. Il sait comment traiter les femmes. Je pensais que ça pourrait marcher. Tu as de l'amour. Il a un renflouement. Où est le crime? J'ai ri. Le crime, c'est que tu as pris de l'argent pour manipuler ma réalité. Le crime, c'est que tu connaissais la moitié de la vérité et que tu as gardé le silence parce que cela te profitait. Le crime, c'est que ce soir, quand tout a explosé, tu lui donnais encore des conseils pour me manipuler. Le studio est tombé dans un silence absolu, à l'exception de la pluie qui battait contre les immenses fenêtres du loft. Anne a baissé la tête, ses doigts s'enfonçant dans le bord de son bureau. Je n'ai pas eu pitié d'elle. Le désespoir ne te donne pas le droit de jeter quelqu'un d'autre au loup.
Je me suis levée et j'ai marché vers ma table à dessin. Mes croquis étaient toujours là avec mes marqueurs préférés et mes échantillons de tissu. J'avais l'habitude de rester ici jusqu'à minuit, fière de construire une carrière par mes propres mérites, et non par le nom de mon père. Anne le savait, c'est pourquoi sa trahison était si mortelle, elle a armé le seul endroit où ma garde était baissée. J'ai débranché mon disque dur externe et j'ai balayé mes carnets de croquis dans mon sac fourre-tout. Anne a paniqué. Maëlle, tu démissionnes vraiment? Nous avons 3 projets majeurs à livrer. Si tu pars, ce studio coule. Je l'ai regardé. Quand tu as pris de l'argent pour me vendre à un pion de requin de la finance, tu aurais dû tenir compte de ce jour dans ton prix. Tu rends l'argent que tu as pris. Tout. S'il vous plaît, ne rendez pas ça public, a-t-elle supplié, pleurant maintenant. J'ai une famille. J'ai des employés. Tes employés n'ont rien fait de mal. Alors, je leur enverrai mes notes de transition demain. Quant aux clients, s'ils demandent pourquoi je suis partie, je leur dirai la vérité exacte. Je n'exagérerai pas, mais je ne te couvrirai pas. Marc s'est avancé. Anne, nous allons envoyer une assignation formelle pour toutes les communications et les dossiers financiers entre vous, Clément, Thierry, Damien et Franck. Si vous coopérez, vous atténuerez votre responsabilité. Si vous supprimez un seul message texte ou les avertissez, les choses se passeront très différemment pour vous. Anne est devenue pâle et a hoché la tête frénétiquement, mais à ce moment-là, de lourds pas ont résonné dans les escaliers. Une ombre est apparue derrière le verre dépoli de la porte du studio. Marc m'a fait signe de reculer. La porte s'est ouverte en grand. Clément se tenait là, trempé, les yeux fous, haletant comme s'il avait sprinté sur des kilomètres. Il m'a regardé, puis Anne, puis les papiers de virement sur le bureau. Son visage s'est froissé. Anne, tu m'as dit que tu contrôlais la situation. Avec juste cette phrase, toute défense restante d'Anne s'est évaporée. J'ai regardé Clément. Il était à la fois méprisable et pathétique. Un timing parfait, Clément. Je me demandais justement combien de dossiers tu avais mémorisés sur moi avant que nous nous rencontrions. Il a tremblé, mais il ne s'est pas mis à genoux cette fois. Peut-être que devant Anne, son fragile ego masculin s'est enflammé. Maëlle, oui, je savais pour toi avant, mais plus tard, mes sentiments étaient réels. J'ai hoché la tête lentement. Si réel que le matin après notre mariage, tu m'as humilié devant ta famille. Si réel que tu as essayé de vendre notre appartement pour payer ton bookmaker. Si réel que lorsque des voyous ont menacé de se présenter chez mes parents, tu m'as juste supplié de ne pas faire de scandale. Il s'est étouffé. Anne a soudainement hurlé, terrifiée de subir les conséquences. Clément, c'est ta faute. Ne m'entraîne pas. J'ai juste fait une présentation. Je ne connaissais pas ton plan sordide. Clément s'est retourné, les yeux flamboyants de haine. Tu ne savais pas? C'est toi qui m'as dit de ne pas acheter de cadeaux chers parce qu'elle déteste les mecs qui étalent leur richesse. Tu m'as donné la liste de ses plats préférés. Tu m'as dit que son père était farouchement protecteur. Tu as pris les 75 000 € et maintenant tu joues les victimes. Anne était sans voix. Je me tenais entre eux, les regardant s'arracher leurs masques, ne ressentant rien d'autre qu'un froid détachement. Quand l'argent était bon, ils étaient alliés. Quand le navire a commencé à couler, ils n'ont pas pu attendre pour se noyer mutuellement. Marc a discrètement activé un dispositif d'enregistrement sur son téléphone. Je l'ai remarqué mais n'ai rien dit. Clément s'est soudainement tourné vers moi, sa voix prenant un ton de désespoir absolu. Maëlle, je sais que tu ne me croiras pas, mais s'il te plaît, ne porte pas ça à la police. Je signerai les papiers de divorce tout de suite. Je signerai tout ce que tu veux. Donne-moi juste le temps de rembourser la dette. Ne laisse pas Franck me coincer. Je l'ai regardé longuement. Clément, même maintenant, tu penses toujours que je suis ton échappatoire. Il a secoué la tête sauvagement. Non, je suis juste. Je suis terrifié. Terrifié de perdre de l'argent. Terrifié par ton bookmaker. Terrifié par mon père. Terrifié par les flics, ai-je interrompu. Mais tu n'as jamais été terrifié de me faire du mal.
Cette phrase a drainé la dernière goutte de sang de son visage. Pile à l'heure, le téléphone de Clément a sonné. Il a regardé l'écran et ses lèvres sont devenues grises. Je n'ai même pas besoin de demander pour savoir qui c'est, ai-je dit. Marc s'est avancé, a pris le téléphone de la main de Clément et a activé le haut-parleur. La voix râpeuse de Franck a résonné dans le studio, dépouillant toutes les amabilités. Tu es au studio d'Anne, n'est-ce pas? Très malin. Vous vous regroupez tous pour trouver comment me baiser. Dis à ta petite mariée que si je n'ai pas le vieux téléphone de Viviane ce soir, mes garantes visite à la propriété de ses parents. Clément m'a regardé paniqué. À ce moment, j'ai réalisé que ce n'était plus seulement un mariage frauduleux. C'était une chasse active, et Viviane, la fille qui avait trahi sa famille toxique pour dire la vérité, était la cible principale. J'ai instantanément tendu la main vers mon téléphone pour appeler Sarah, la sœur de Marc, pour vérifier l'état de Viviane. Mais Marc a attrapé mon poignet. Ses yeux étaient plus froids que je ne les avais jamais vus. N'appelle pas de ton téléphone. S'il surveille les tours ou essaie de falsifier les appels. Un appel panique confirme que nous avons peur. Il a sorti un téléphone prépayé et a composé une courte séquence, parlant rapidement. Verrouiller la maison. Déplacer la fille vers la pièce panique intérieure. Mettez 2 hommes tactiques sur le périmètre immédiatement. Personne n'entre. En entendant cela, Clément a eu l'air de vouloir s'évanouir. Franck est fou. Il s'en prendrait vraiment à Viviane. Je l'ai regardé, à bout de patience pour sa naïveté. Es-tu vraiment surpris? Il t'appelle directement, menaçant mon père, sachant que Viviane m'a donné son téléphone. Tu as laissé un loup entrer dans ta maison il y a longtemps, Clément. Clément s'est effondré, ses épaules s'affaissant. Anne se tenait près de son bureau, tremblante, serrant son téléphone comme si elle craignait que ses propres péchés ne soient la prochaine chose à se manifester physiquement dans la pièce. Marc s'est tourné vers Clément, sa voix un commandement bas. Rappelle-le. Dis-lui que tu veux négocier. Achète-nous exactement 1 heure. Ne mentionne pas Viviane. Ne mentionne pas les flics. Ne nous mentionne pas, peux-tu faire ça? Clément l'a regardé, les lèvres tremblantes. Et s'il exige que je lui apporte le téléphone? Tu n'as pas le téléphone. Dis-lui que tu essaies de l'obtenir de Maël. Tu es un joueur dégénéré. Tu sais comment jouer le rôle du perdant désespéré. Mets-toi dans la peau du personnage. Clément a composé le numéro. Franck a décroché immédiatement, agacé. Quoi? Clément a pris une respiration, sa voix se brisant parfaitement. Franck, écoute. Je t'en supplie. Je n'ai pas encore le téléphone de Viviane, mais je sais où il est. Donne-moi 1 heure. J'apporterai le téléphone et l'acte de l'appartement. Je peux obtenir plus d'argent de la famille de Maël, mais si tu touches à Viviane ou si tu te présentes chez Daniel Sterling, ils appelleront le FBI et nous perdrons tous les 2. Tu veux ton argent, n'est-ce pas? Silence en ligne. Franck était violent, mais il n'était pas stupide. 45 minutes. La gare de triage abandonnée derrière le marché de gros de la banlieue sud. Viens seul. Je vois une ombre. Tu es mort. L'appel a pris fin. Marc a enregistré l'enregistrement et a immédiatement appelé mon père. Daniel, cela a dégénéré en extorsion organisée. Je vous recommande d'impliquer les forces d'intervention fédérales et locales avec lesquelles nous avons coordonné par le passé. J'ai entendu la voix de mon père résonner clairement dans l'écouteur. Fais-le. Ramène Maël à la maison maintenant. Je ne rentre pas à la maison, ai-je dit fort. Marc m'a regardé. Mon père est resté silencieux en ligne. Je savais que j'avais l'air têtu, mais je refusais de rester dans une cage dorée pendant que d'autres nettoyaient le désordre qui avait commencé avec mon mariage. Je ne ferai rien de stupide, ai-je dit à mon père. Mais je dois être là pour les identifier et autoriser la divulgation des preuves. Viviane a été entraînée dans tout ça pour m'aider. Je ne peux pas me cacher derrière vous et prétendre que je suis en sécurité. Un soupir lourd est venu sur la ligne. Tu restes derrière le bouclier tactique jusqu'à ce qu'ils disent d'y aller. Tu comprends? Oui, papa.
À 23h45, nous sommes arrivés près des quais de Seine à Paris. Le vent venant de l'eau était brutal. On m'a donné un gilet pare-balles sous mon manteau et une réplique du téléphone de Viviane contenant un traceur GPS. Une agente d'infiltration marchait quelques pas derrière moi, se faisant passer pour une civile. Sous le pont, les lampadaires ambrés vacillaient. J'ai vu une camionnette sombre. Viviane était assise sur un pilier en béton. Ses mains liées par des serre-câbles, son visage strié de larmes. À côté d'elle se tenait Anne, l'air complètement déséquilibré, tenant un pistolet paralysant. À côté d'elle se trouvait l'un des voyous restants de Damien. « Arrêtez-vous là !» Anne a hurlé. « Donnez-moi le téléphone. » J'ai brandi le faux téléphone. « Je l'ai, Anne. »« Lâche-la. »« Lance-le » a aboyé le voyou. « Anne, ai-je dit, en gardant ma voix calme. Tu m'as dit que j'avais le cœur tendre. Tu as raison. J'ai le cœur assez tendre pour te donner une dernière chance. Pars. Dis au flic qui t'a engagé. Si tu la blesses, tu ne reverras plus jamais ton fils de 5 ans. Anne a tressailli. La mention de son enfant a fait trembler violemment sa main. Le voyou a juré et a bondi vers moi pour attraper le téléphone. Go! Des grenades assourdissantes ont éclaté. La police a surgi de l'ombre de la structure du pont, plaquant le voyou dans l'eau glacée de la rivière. Anne a laissé tomber le pistolet paralysant et s'est effondrée à genoux, sanglotant hystériquement. Je ne voulais juste pas aller en prison. J'avais peur de Damien. Je me suis précipitée et j'ai soulevé Viviane, coupant les attaches avec un couteau de poche que l'agente d'infiltration m'avait tendu. Viviane a enfoui son visage dans mon épaule, tremblant violemment. « Maëlle, je suis tellement désolée. » Elle m'a envoyé un message disant que ma mère avait eu une crise cardiaque et était à l'hôpital. Je l'ai serrée fort, sentant l'épuisement dans mes os. « C'est fini, Viviane. C'est fini. » Alors qu'Anne était menottée et emmenée, elle m'a regardée, ses yeux creux. « Maëlle. Damien a un registre. Tu n'es pas la seule. Il y a d'autres filles. » Cette phrase a résonné dans l'espace caverneux sous le pont. J'ai alors réalisé que mon cauchemar n'était qu'un chapitre d'un livre bien plus vaste et plus sombre. Au matin, l'étendue de l'opération était claire. L'ordinateur portable de Damien, récupéré au bureau du notaire, contenait un dossier de 11 femmes riches et indépendantes. Elles étaient ciblées, traquées et manipulées par des hommes profondément endettés auprès du syndicat de Franck. Mon nom était le 8e sur la liste. Les notes à côté de mon nom indiquaient « Fille unique, père riche, profil bas, valorise la connexion émotionnelle, facile à manipuler. » J'ai fixé ces mots. Facile à manipuler. Je me suis souvenu de Clément debout sous la pluie pour moi. Je me suis souvenu d'Anne me disant d'ouvrir mon cœur. J'ai réalisé que le vrai mal ne vient pas toujours avec un couteau. Parfois, il vient avec un bouquet de fleurs et des excuses parfaites. 3 mois plus tard, Clément et moi étions officiellement divorcés. Il n'a rien contesté. Thierry a été inculpé de fraude. Le studio d'Anne a fait faillite et elle a été accusée de complicité. Damien et Franck risquaient des décennies de prison fédérale. Hélène a déménagé dans un petit appartement en banlieue et a trouvé un emploi dans une épicerie. Elle était plus calme maintenant, humble, mais elle avait finalement appris à protéger sa fille au lieu de la sacrifier pour les hommes de la maison. Viviane m'a envoyé des SMS de temps en temps. Son dernier message disait « J'ai préparé le dîner ce soir. Je n'ai attendu personne pour me dire que je pouvais manger. » J'ai souri et j'ai répondu « Bien. » J'ai vendu mon alliance en diamant et j'ai utilisé les fonds pour créer une fondation d'aide juridique pour les autres femmes figurant sur la liste de Damien. J'ai quitté le domaine de mes parents et j'ai loué un confortable appartement d'une chambre dans un immeuble de grande hauteur surplombant la ville. La première nuit où j'y ai vécu, je me suis cuisiné un steak, j'ai fait rôtir des légumes et j'ai versé un verre de vin. Je me suis assise à ma petite table à manger, j'ai pris ma fourchette et j'ai coupé un morceau de steak. Personne ne m'a dit d'attendre. Personne ne m'a dit quelle était ma place. J'ai pris la première bouchée et une larme a glissé sur ma joue.
non pas de tristesse, mais d'un amour profond pour la fille que j'étais il y a quelques mois, la fille qui est entrée dans une maison dans une belle robe, affamée et pleine d'espoir, seulement pour voir sa réalité brisée par un morceau de jambon. Si je pouvais revenir en arrière, je la serrerais dans mes bras et je lui dirais, « Tu n'as pas eu tort d'aimer. Tu n'as pas eu tort de faire confiance. Et tu as eu absolument raison de te défendre. » Ce qui était faux, ce sont les gens qui croyaient qu'une femme, une fois mariée, ravalerait n'importe quelle injustice juste pour garder un titre. Ce qui était faux, ce sont les gens qui ont confondu la gentillesse avec la faiblesse. Devant ma fenêtre, le panorama parisien scintillait. J'ai ouvert un nouveau carnet de croquis. Il n'y avait plus de studio, plus de fausses romances, plus de règles familiales toxiques. Il n'y avait que moi, une lampe brillante, un repas chaud mangé exactement quand je le voulais, et une vie qui, bien qu'elle ait commencé un peu plus tard que prévu, m'appartenait enfin entièrement.